pleurer en silence de Joe Peters. Chapitre 7. Le nouveau petit ami de maman. J'étais enfermée depuis environ 18 mois dans la cave et je venais d'avoir 7 ans quand les choses ont changé à la maison. Maman continuait à mener campagne contre mon père, du moins tout ce qui le touchait, et sa famille, déterminée qu'elle était à se venger jusqu'au bout, même si papa était mort. Elle avait dû rencontrer Amani, le mari de ma tante Mélissa, au pub et avait sans doute vu là une occasion de piétiner un peu plus le souvenir de mon père, en séduisant le mari de sa sœur et en tentant de briser leur couple. La première fois que j'ai appris ce tournant dans notre vie de famille, j'avais l'oreille collée contre la porte de la cave et je tentais d'entendre ce qui se passait dans la maison. J'avais pris cette habitude dans l'espoir de faire passer un peu le temps. C'est alors que j'ai entendu maman dire à quelqu'un de venir me chercher et je me suis précipitée vers mon matelas de peur qui ne s'énerve contre moi parce que j'avais été trop curieux. La clé a tourné dans la serrure et j'ai vu apparaître Wally. Il m'a fait signe de le suivre. C'était tellement rare que c'était toujours excitant de sortir de la cave, même si, quand je me suis levée, mon cœur battait très fort tant je redoutais ce qui allait m'arriver. Chaque fois que je voyais maman, ou presque, je recevais au moins un coup de poing ou un coup de pied, et en général elle me battait carrément, car le simple fait de me voir la contrariait toujours. Wally a levé les yeux au ciel et a dit « L'ivrogne veut te voir ». Je l'ai suivi dans l'escalier et il m'a fait signe de me mettre à côté de Thomas, qui était déjà presque au garde-à-vous dans le couloir, comme si nous nous apprêtions à défiler. Wally a ensuite disparu par la porte d'entrée. À l'évidence, il ne voulait pas être dans les parages au cas où maman s'en prendrait à nous. Je suis restée le plus immobile possible, les yeux fixés au sol, car je savais que le moindre mouvement, la moindre expression sur mon visage, risquait de provoquer une explosion de colère. J'étais conscient qu'elle nous parlait, mais j'avais du mal à me concentrer sur ses paroles. Je voyais ses lèvres remuer, et puis soudain, elle s'est mise à crier à quelques centimètres de mes oreilles, qui ont immédiatement bourdonné. C'est alors, du coin de l'œil, que j'ai vu une silhouette que je reconnaissais. C'était Amani, mon oncle, qui était marié avec la sœur de mon papa. Maman me disait de ne plus l'appeler tonton Amani, mais papa. Pourquoi a demandé innocemment Thomas. Et elle l'a violemment giflé pour le punir d'avoir osé parler. Sa question m'a semblé drôle et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, ce qui m'a valu une claque à moi aussi. Mais notre papa est mort, a poursuivi Thomas d'un ton de défi. Je veux pas d'un autre papa. Je lui ai lancé un regard de côté. J'admirais son cran tout en regrettant qu'il n'ait pas choisi de se taire. Il n'avait que 4 ans et n'avait visiblement pas encore appris à se protéger de cette maison. Beaucoup de temps. Bonsoir. Maman a frappé contre la porte avec colère, puis elle a asséné un coup de poing à Thomas en plein visage et lui a dit d'aller dans sa chambre. Pendant qu'il filait son tenant la joue, elle m'a pris par la gorge. « Tu as quelque chose à me dire » a-t-elle demandé. J'ai senti ses postillons sur mon visage. Je secouai la tête, de toutes mes forces, et j'ai fermé les yeux lorsqu'elle m'a donné un coup de poing dans l'oreille. Elle a ouvert la porte qui menait à la cave et m'a jeté en bas. Tandis que je dégringolais dans les marches, mes oreilles bourdonnaient encore du coup que je venais de prendre. Poursuivie par les cris de maman, je me suis cognée contre les murs. « Retourne dans ton trou !» Je suis entrée en chancelant dans ma cellule. J'ai tiré la porte derrière moi et je me suis laissée tomber sur mon matelas. Tout le côté droit de mon corps me faisait mal et je n'allais pas tarder à être couvert de bleu, là où j'avais heurté les marches et les murs de ma chute. J'étais désolée pour Thomas, car il était toujours en haut avec elle. Dans des moments comme celui-ci, j'étais presque contente d'être tranquille dans ma cellule au sous-sol. Et soudain, j'ai commencé à entrevoir une lueur d'espoir. Amani serait peut-être mon sauveur. Même si papa, qui s'entendait pratiquement avec tout le monde sauf avec maman, ne l'avait jamais vraiment apprécié. Amani avait toujours été gentille avec moi quand j'étais chez ma tante Mélissa.
Je me suis dit qu'une fois qu'il aurait découvert ce que maman me faisait subir, il en parlerait à ma tante et ils m'aideraient tous les deux à m'échapper. Je me suis souvenu que Tati Mélissa se battait toujours avec maman dans le garage et que maman semblait vraiment avoir peur d'elle. Si elle venait à ma rescousse, j'aurais peut-être une chance de m'en sortir. Pourtant, quand Amani est descendu me voir à la cave plus tard, il n'a pas paru du tout choqué par mon état, ni particulièrement bienveillant à mon égard. Il était grand, laid et effrayant avec son gros grain de beauté juste à côté de son grand nez. Il avait la peau très noire et les cheveux épais et bouclés. Lorsqu'il a franchi le seuil de ma cellule, il a mis son immense main devant son nez à cause de l'odeur du matelas, du seau et de mon corps. Son geste ne m'a pas choqué car tous ceux qui pénétraient dans la cave avaient la même réaction. Même Wally ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des hauts le cœur parfois. Mon odeur semblait renforcer la haine de maman, Larry et Barry envers moi, confirmant à leurs yeux que je n'étais qu'une sorte d'animal crasseux qui faisait exprès de puer pour les ennuyer. Amani tirait sur un gros cigare, sans doute pour mieux supporter l'odeur, et il m'a regardé comme si j'étais un morceau de boue coincé sous sa chaussure. J'ai souri timidement, en espérant qu'il faisait juste semblant de me haïr pour ne pas contrarier maman, comme Wally, mais ses yeux n'ont pas trahi la moindre émotion. Il semblait juste dégoûté. J'ai été choquée quand il est sorti sans dire un mot, en claquant la porte derrière lui avant de la verrouiller. J'ai quand même essayé de me convaincre qu'il parlerait de ma situation à ma tante Mélissa une fois qu'il aurait quitté notre maison et qu'elle viendrait à mon aide. Mais je n'ai pas tardé à comprendre qu'Amani n'avait pas du tout l'intention de me sauver. Je n'avais pas encore réalisé à l'époque que c'était le genre d'homme à avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Il était chez nous pour coucher avec maman et toutes les personnes disponibles à la maison. Il n'allait certainement pas aviser tante Mélissa de ses nouveaux projets tant qu'il ne serait pas contraint de le faire. Il ne se souciait pas le moins du monde de ma situation critique ni de ma souffrance. En me voyant dans cette cellule, il avait une idée complètement différente. Quand Wally est venu me voir à la cave quelques jours plus tard, il m'a parlé un peu de notre nouveau beau-père. Il a dû deviner que je me posais beaucoup de questions. Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on a un nouveau papa. Amani est originaire du Nigeria, a dit Wally, mais je ne savais pas où était le Nigeria. Je me suis dit que c'était peut-être en Écosse, car c'était le seul autre pays dont j'avais entendu parler. J'ai haussé les sourcils pour lui montrer que je ne comprenais pas. Bah, c'est un pays très chaud, a-t-il expliqué. Très loin d'ici, en Afrique. Je me suis demandé si c'était le soleil qui avait brûlé son visage dans ce pays chaud et qui lui avait donné cette couleur si différente de la mienne, moi, qui ne voyais jamais la lumière du jour. Il y a des éléphants, des girafes et des lions là-bas. Il m'a dit aussi qu'Amani aimait fumer une sorte d'herbe toute la journée et que je remarquerais sûrement cette drôle d'odeur. Une fois qu'Amani a découvert que j'étais enfermée dans la cave et que je n'avais aucun moyen de me défendre, une fois qu'il a réalisé que maman lui laissait faire ce qu'il voulait avec moi et qu'elle prenait parfois même du plaisir à regarder, il est descendu me voir assez souvent. J'ai très vite appris à redouter le bruit de ses pas, tout comme je redoutais celui de maman, Larry ou Barry. Parfois, il descendait tout seul quand tout était silencieux dans la maison. Je supposais qu'ils dormaient tous pendant qu'il rôdait, mais peut-être savait-il très bien ce qui se passait et s'en fichait. J'entendais la porte s'ouvrir en haut de l'escalier et je reconnaissais immédiatement son pas, comme je reconnaissais celui des autres. Je savais alors ce qui m'attendait. Je fermais les yeux et faisais semblant de dormir, mais comme il ne prenait même pas la peine d'allumer, ma stratégie était complètement vaine. Peu lui importait que je sois réveillée ou non. Il s'allongeait à côté de moi, sur le matelas infâme, et me murmurait à l'oreille que j'étais un bon garçon. Puis il mettait sa main dans mon slip, si j'en portais un, et se frottait contre moi. La première fois qu'il a agi ainsi, je l'ai repoussé en secouant la tête pour lui faire comprendre que ça ne me plaisait pas du tout, que je voulais qu'il arrête. Wally m'avait dit une fois que personne n'avait le droit de toucher mes parties intimes, et je le croyais. C'est pourquoi je me suis débattue et j'ai essayé de me dégager. Malgré l'obscurité, Amani a dû sentir que je lui résistais. Ne dis pas non, mon garçon.
a-t-il dit avec hargne tout en saisissant mes parties génitales et en les tordant violemment. Je n'ai plus osé dire non dès lors, car j'ai compris qu'il était comme maman. Il ne supportait pas qu'on lui désobéisse, n'hésitait pas à faire souffrir les autres pour parvenir à ses fins. J'aurais aimé crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me contentais donc de rester allongée, immobile, en espérant qu'il ne me ferait pas trop mal. Si tu parles de ça à quelqu'un, je te crève les yeux et je te coupe le zizi, me menaçait-il une fois qu'il avait fini. Ces menaces étaient bien utiles d'ailleurs, puisque j'étais incapable de prononcer un mot. À qui aurais-je pu raconter ce qu'il me faisait subir? Depuis son arrivée, on m'avait donné un drap sale pour recouvrir le matelas, et Amani s'essuyait dessus lorsqu'il avait terminé, laissant une tache humide derrière lui. Ensuite, il quittait la pièce comme si de rien n'était et fermait la porte derrière lui. Je n'ai pas tardé à réaliser qu'il pensait que j'étais entièrement à sa disposition. Maman l'encourageait d'ailleurs dans ce sens. Il aimait descendre ensemble à la cave, il se moquait de moi et me disait que j'étais complètement nulle. Amani ne pouvait plus se contenter de se frotter contre moi. Il m'a bientôt demandé de me livrer à des actes sexuels sur lui. Je ne comprenais pas toujours ce qu'il voulait de moi, et si je ne faisais pas tout ce qu'il me demandait comme il faut, quand maman était là, il me frappait. Amani semblait aimer la violence tout autant que le plaisir sexuel. Une fois qu'il m'avait battue, je devais recommencer à faire ce qu'il m'avait demandé, et maman restait pour regarder. Quand Amani en avait fini avec moi, il me jetait sur le matelas en me traitant de sale petit bâtard, et il remontait au rez-de-chaussée, en riant gaiement. Souvent, je savais d'avance quand Amani allait me rendre visite, car maman envoyait Wally pour vider le seau qui débordait et venait ensuite vaporiser un peu de déodorisant pour essayer de couvrir l'odeur nauséabonde qui régnait dans ma cellule. C'était une tentative plutôt vaine d'ailleurs, car la puanteur était littéralement incrustée dans les murs. J'ai vite réalisé qu'il était inutile d'essayer d'empêcher Amani de me toucher, parce qu'il était 100 fois plus fort que moi. Il avait des mains énormes qui mettaient autour de mon cou quand il me demandait de faire quelque chose, me serrant juste assez la gorge pour me faire comprendre qu'il pouvait m'étrangler très facilement. « Si tu fais pas comme il faut, disait-il tout le temps, je te tue. » J'étais convaincue qu'il en était capable. Je savais déjà qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi et que personne ne viendrait me sauver. Alors, pourquoi ne me tuerait-il pas s'ils en avaient envie? Personne dans notre maison n'aurait eu le cran de les dénoncer, pas même Wally. Une fois qu'il m'aurait tué, il n'aurait mis que quelques jours à m'oublier. Mais au moins, aurais-je été avec papa et libérée de toute cette souffrance. Maman et Amani sont les maîtres, m'a dit Wally un jour. Ils aiment manipuler les autres, et tu verras, tu devras être très fort si tu veux gagner contre eux. J'aimais l'idée d'être une sorte de guerrier engagé dans une lutte sans merci contre des manipulateurs, mais je ne pouvais pas être toujours plus fort. La plupart du temps, je me sentais complètement vaincue après leur visite. Parfois, Amani m'amenait en haut, dans la salle de bain, et me mettait dans la baignoire devant lui. Il verrouillait la porte et baissait son pantalon. Je me souviens qu'un jour, j'ai vu mon reflet dans le miroir, et j'ai été horrifiée par mon corps décharné et mes yeux hagards. « Regarde-moi !» m'a dit Amani d'un ton brusque. Il s'est levé et a commencé à se masturber. J'ai détourné les yeux et il m'a giflé violemment. J'ai dit, regarde-moi. Ne m'énerve pas, sinon je vais te frapper. Puis, il m'a ordonné de me lever et de me laver devant lui. J'avais honte et je me sentais sale. Personne ne m'avait dit que c'était mal de faire ça, mais je le savais instinctivement. Papa n'aurait jamais rien fait de tel, sans parler de toutes les autres choses dégoûtantes qu'Amani exigeait de moi. Chaque fois qu'il venait me voir, il semblait avoir une nouvelle idée répugnante en tête. Il a d'ailleurs fini par me violer. C'était si douloureux au début que je perdais connaissance. Quand je revenais à moi, je m'apercevais que je saignais et je tremblais de tout mon corps. Je vomissais souvent après ces visites et je n'avais jamais le temps de me remettre entre chaque viol.
C'était une nouvelle forme de torture particulièrement atroce qui m'a fait encore un peu plus sombrer dans le désespoir. Au moment où je pensais avoir atteint le fond, la seule personne qui me rattachait un peu à la vie m'a été enlevée. Un jour, Wally est descendu me voir et j'ai vu à l'expression de son visage qu'il avait quelque chose d'important à m'annoncer. Je pars, a-t-il dit. Il a dû voir mon regard horrifié, car il a détourné les yeux comme s'il se sentait coupable de me laisser tout seul. Je vais vivre avec ma copine et je vais enfin être débarrassé de l'ivrogne. Il avait trouvé un moyen d'échapper à notre famille infernale et je l'enviais. J'étais impatient de le suivre si je restais en vie jusque-là. Je viendrai te chercher dès que je le pourrai, a-t-il dit. Je te promets que je ne te laisserai pas ici. J'ai eu un véritable élan d'espoir. Si je parvenais à survivre encore quelques semaines, Wally viendrait me sauver, m'amènerait vivre avec lui et sa gentille copine, et nous allions former une famille heureuse. Pourtant, les jours passaient et rien ne changeait. J'ai attendu de longues semaines, mais ma situation n'a pas évolué. Je me suis dit que Wally avait peut-être alerté les autorités compétentes. Quelqu'un allait sans doute venir me sauver, démolir les portes, se battre contre maman et les autres garçons. J'imaginais le choc de mes sauveurs quand ils me découvriraient dans la cave, leur compassion et leur volonté de m'aider. Je les voyais en train de me servir un bon repas et de me border dans un lit douillet. Une semaine est passée, puis une autre. J'ai mis longtemps à renoncer à mes espoirs. Mais je suppose que Wally n'a parlé à personne de ma situation, ou s'il l'a fait, on ne l'a pas cru. Il était sans doute difficile de concevoir qu'une mère puisse séquestrer son fils muet dans une cave, le laissant mourir de faim et le torturer juste pour le plaisir. Je pense en fait que, même après avoir quitté la maison, Wally avait toujours aussi peur de notre mère et qu'il n'osait rien tenter contre elle, de peur qu'elle ne s'en prenne à lui ou à sa petite amie. Ainsi, Wally a tout simplement disparu de ma vie et je ne l'ai jamais revu. J'imagine à quel point il était soulagé de ne plus vivre sous leur toit. Mais comment a-t-il pu laisser à leur merci en sachant ce qu'il me faisait subir? Comment pouvait-il dormir la nuit en sachant que j'étais toujours dans la cave et que je n'avais plus un seul allié dans cette maison? C'est moi qui veillerai sur toi à présent, M'a promis Amani. Malgré tout le mal qu'il m'avait fait, sa promesse m'a redonné un peu d'espoir. Je m'acquitterai bien mieux de cette tâche que Wally. Si tu es sage, tu auras sa chambre. Il m'a si souvent promis cette chambre durant les semaines qui ont suivi que j'étais vraiment impatient de la voir. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à l'idée de dormir dans un lit confortable et peut-être de jouer avec les anciens jouets de Wally. Si tu fais tout ce que je te demande, tout ira bien entre nous, me disait Amani. J'espérais qu'il disait vrai, car il était ma seule chance désormais. Pourtant, maman a très vite décidé à qui allait revenir la chambre et a mis fin à mes rêves de quitter la cave. C'est Ellie et Thomas qui se sont installés dans la chambre de Wally et je suis restée où j'étais. Amani était certes doté d'une grande force physique, mais c'était toujours maman qui commandait. Il s'en fichait d'ailleurs, car il obtenait exactement ce qu'il voulait de sa nouvelle famille. Il n'aurait pas pu être plus heureux. Chapitre 8. Sauvé de la cave. J'ai été séquestrée dans cette cave pendant près de 3 ans, de 5 ans à 8 ans, et personne n'a remarqué dehors que j'avais disparu de la surface de la terre. Tous les jours, j'étais assis dans l'obscurité et j'attendais les coups, les viols, tandis que la faim et la soif me tenaillaient, que le froid rongeait mes os et que l'asthme obstruait mes poumons. Depuis que Wally m'avait abandonné, personne ne se montrait gentil avec moi, et les meilleurs moments de la journée étaient ceux que je passais seule dans la cave, à parler dans ma tête avec papa, alors que la porte était fermée à double tour et que mes bourreaux se trouvaient de l'autre côté. Autant que je sache, aucun travailleur social n'est venu s'enquérir de moi.
Peut-être suis-je passée à travers les mailles du filet à la suite d'une bourde administrative, ou peut-être maman a-t-elle réussi à leur faire avaler un énorme bobard. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, personne n'a remarqué que je n'étais inscrit dans aucune école jusqu'au jour où Thomas a raconté à une de ses maîtresses qu'Illy et lui avaient un autre frère en plus de Wally, Larry et Barry. Maman avait dû oublier de bien lui faire comprendre qu'il ne devait jamais parler de moi en dehors de la maison. À moins qu'elle ne lui ait dit, mais que Thomas eut suffisamment d'assurance pour lui désobéir en peu de temps en temps. Un peu de temps en temps. Oh, vraiment? L'institutrice était visiblement surprise d'entendre la nouvelle. Comment s'appelle-t-il? Joe, a répondu innocemment Thomas. Et où va-t-il à l'école? Bah, va pas à l'école. Perplexe, l'institutrice a dû parler de cette conversation au directeur qui a ensuite convoqué maman pour lui demander des explications. Thomas nous a dit que vous aviez un autre fils qui s'appelait Joe, a-t-il dit. Ah oui, a-t-elle répondu, car elle savait pertinemment qu'il était inutile de le nier. Pourquoi Joe ne va-t-il pas à l'école? A-t-il demandé. Ah, il a des problèmes, a expliqué maman, qui a sans doute su jouer la martyre à merveille en affichant une expression affligée. Il est muet, il a un comportement très perturbateur. Il a le cerveau dérangé. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas inscrit à l'école? A insisté le directeur. Il a un comportement très destructeur, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Je ne peux pas imposer sa présence dérangeante aux autres enfants. Personne ne peut le contrôler. Je suppose que maman a dû réfléchir très vite à la meilleure stratégie à adopter. Elle devait savoir qu'elle risquait d'avoir de gros problèmes pour ne pas m'avoir inscrit à l'école pendant 3 ans. Elle a sans doute pensé que si elle insistait bien sur mon caractère difficile, elle pourrait s'en sortir en faisant croire que c'était elle qui assumait la lourde tâche de s'occuper de moi, qu'elle avait agi avec de nobles intentions, même si en pratique, elle avait enfreint la loi. Comme je ne connaissais rien du monde en dehors de ma cellule, mon comportement ne pourrait que corroborer ses dires. Il m'avait traité pendant si longtemps comme un animal en cage que j'en étais devenue un. L'école qui me prendrait aurait vraiment du pain sur la planche pour m'intégrer dans une classe remplie d'autres enfants. Une fois que les autorités ont été prévenues de mon existence, cependant, elles ne m'ont plus oubliée cette fois. Nous allons venir chez vous pour rencontrer Joe, a dit un travailleur social à maman lorsque la nouvelle a été transmise aux autorités compétentes. Nous devons évaluer ses besoins pour trouver la solution la mieux adaptée à son cas et pour vous aider. Un rendez-vous a été fixé. Le jour de la visite de l'assistante sociale, on est venu me chercher à la cave et j'ai été lavée en règle. Tu as intérêt à te tenir comme il faut, m'a prévenu maman, tout en me préparant. Elle m'a brossé les dents pour la première fois en 3 ans et m'a habillée avec de nouveaux vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Sinon, tu vas prendre une sacrée branlée une fois qu'elle sera partie. C'était étrange de sentir du tissu propre et doux sur ma peau, après avoir passé autant d'années à frissonner nue dans la cave, ou uniquement vêtue de mes slips sales. Pardon. Mes vêtements avaient une odeur fraîche et exotique pour moi. Maman m'amenait dans son salon chic pour attendre. C'était une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai été très impressionnée par ces meubles et ces ornements parfaits, moi qui, pendant 3 ans, n'avais eu comme horizon que des murs et des sols nus, avec pour seul mobilier un vieux matelas. Maman rôdait nerveusement autour de moi et ressemblait à une bombe sur le point d'exploser. J'ai eu l'impression d'avoir été emmenée en territoire ennemi. J'aurais presque préféré retourner dans la cave pour me retrouver en sécurité derrière la porte fermée à double tour. Elle m'a donné quelque chose à boire, mais ma main tremblait tellement que j'ai eu peur de renverser le contenu du verre sur le tapis vert à motifs. Maman m'avait dit si souvent qu'ils allaient finir par me tuer,
que je me suis demandé si le jour de mon exécution n'était pas arrivé. Quelqu'un allait-il venir pour m'emmener et me tuer parce que j'avais causé trop de problèmes à ma mère et que mon père s'était comporté si mal avec elle? Chaque fois que maman descendait à la cave pour me battre ou me faire faire quelque chose, je croyais que mon heure était venue. J'étais toujours surpris de constater que j'étais encore en vie à la fin de chaque supplice. Arrête de trembler m'a-t-elle ordonné. J'ai fait de mon mieux en tenant mon poignet avec mon autre main. J'étais complètement désorientée. Je ne savais pas ce qu'elle avait l'intention de faire, et j'ignorais quand elle allait se mettre à me frapper. J'appréhendais de plus en plus ce qui allait m'arriver. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Comment allait-il me tuer? Allais-je souffrir? Irais-je en enfer une fois que je serais mort? On a sonné à la porte. Maman m'a pris le verre des mains et l'a posé doucement sur la table basse avant d'aller ouvrir à l'assistante sociale. Elle l'a fait entrer, l'a accueilli dans sa maison comme si elle était ravie de la voir. Tandis que j'attendais dans le salon en tremblant, je l'ai vue parler d'une voix douce et raisonnable qu'elle n'utilisait jamais à la maison quand nous étions entre nous. Bonjour, entrez. Je suis ravie de vous rencontrer. Oh, c'est gentil à vous de venir nous voir. Venez que je vous présente Joe. Quand elle est entrée dans la pièce, elle affichait un grand sourire et m'a traité comme si j'étais son chouchou, son trésor. Assieds-toi là, mon chéri, m'a-t-elle dit d'un ton doucereux en me montrant le coin de son canapé où je n'avais jamais été autorisée à m'asseoir auparavant. J'étais terrifiée à l'idée de ce qui m'attendait lorsque j'ai vu la femme, que je prenais pour mon bourreau, entrer dans la pièce derrière elle avec son air faussement aimable. Quand elle s'est approchée de moi, l'assistante sociale m'a tendu la main. Bonjour, jeune homme, a-t-elle dit d'une voix douce et chaleureuse. Pensant qu'elle allait me frapper, car je n'avais rien connu d'autre pendant 3 ans, j'ai réagi instinctivement pour me défendre et je lui ai mordu la main, confirmant ainsi les dires de maman sur mon agressivité et mon comportement perturbateur. La femme a hurlé, mais mes dents sont restées plantées dans sa chair. Je ne voulais pas la lâcher, car tant que sa main restait entre mes dents, elle ne pouvait pas l'utiliser pour me frapper. Oh là là, mais je suis vraiment désolée, a dit maman en prenant mon visage entre ses doigts. Et viens, Joe, lâche-la maintenant. Je m'attendais à ce qu'elle me frappe l'oreille, comme elle l'aurait fait normalement dans une telle situation. Je me suis préparée à recevoir le coup, mais au lieu de cela, elle m'a touchée gentiment, presque affectueusement. Allons, mon chéri, a-t-elle dit pour m'amadouer. Laisse la main de la gentille dame. Quand elles ont enfin réussi à ouvrir ma bouche et à dégager la main de l'assistante sociale, je me suis mise à hurler et à donner des coups de pied dans tous les sens, déterminée à me battre avant mon exécution. Je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre puisqu'ils avaient décidé de me tuer. Maman m'a retenue gentiment mais fermement. Je suis sûre que l'assistante sociale a été impressionnée par sa remarquable patience maternelle après une telle provocation. Oui, je comprends pourquoi vous ne l'avez pas inscrit à l'école, a dit la femme tout en s'asseyant sur l'un des fauteuils, en serrant sa main blessée et en me regardant nerveusement de peur que je ne me jette de nouveau sur elle. Oh, je ne peux pas le laisser avec d'autres enfants, a dit maman. Pas quand il risque de se comporter ainsi. Je comprends votre point de vue, a dit la femme avec compassion. Mais il doit aller à l'école, c'est la loi. Nous pouvons l'aider et nous pouvons vous aider. Incapable de parler pour me défendre, j'ai été contraint d'écouter maman prendre la parole à ma place. Avant de quitter la maison, Wally avait essayé de m'aider à parler. Mais à ce stade, je n'étais capable de prononcer que quelques sons tels que A et le. Il m'était impossible de communiquer avec un vocabulaire si limité. Aux yeux de l'assistante sociale, j'étais sûrement un être complètement traumatisé, une créature sauvage presque. Même si les autorités avaient dit à maman qu'elle devrait m'inscrire à l'école parce que c'était la loi, personne ne pouvait vraiment lui reprocher d'avoir essayé de m'isoler du reste du monde en portant seul le fardeau de mon éducation. Quand ils ont consulté mon dossier, ils ont vu que j'avais assisté à la mort de mon père et que j'étais devenue muet depuis.
Toutes les pièces du puzzle ont semblé se mettre en place. Le médecin de famille est venu confirmer ce que maman avait dit, affirmant qu'elle était bienvenue le voir peu de temps après la mort de papa et que j'avais déjà cessé de parler à l'époque. Oui, c'est un enfant très agressif et perturbé, avait-il écrit, se rappelant sans doute ce que maman lui avait dit alors et revoyant très précisément notre visite. Maman avait une explication à tout. Oh, son cerveau est dérangé depuis qu'il a vu son père brûler sous ses yeux, a-t-elle expliqué en utilisant une expression qu'elle avait inventée et qu'elle répétait à qui voulait bien l'entendre. C'est pourquoi il est si perturbé. Pour ne rien arranger, il est très difficile avec la nourriture. C'est pour ça qu'il est si maigre et si maladif d'apparence. Il nous cause beaucoup de soucis. C'est parce qu'il ne mange pas correctement qu'il semble malnutri et que ses dents sont toutes noires et cassées. Elle continuait à débiter ses sornettes comme si la charge émotionnelle était trop forte pour elle et qu'elle avait besoin de se décharger de tous ses soucis maintenant qu'elle avait trouvé quelqu'un de suffisamment gentil pour l'écouter. Nous savons que vous êtes une bonne mère, a dit l'assistante sociale pour la rassurer en se laissant complètement duper par le numéro de maman. Mais vous n'auriez pas dû garder Joe à la maison pour vous occuper de lui toute seule. Nous pouvons vous aider. C'est pour ça que nous sommes là. Faites-nous confiance. Nous allons trouver la meilleure solution pour Joe, pour vous et pour le reste de votre famille. Maman semblait apprécier toute l'attention qu'on lui accordait soudain. Sa nervosité initiale avait disparu. Elle ne redoutait plus ce qui allait se passer. Elle avait trouvé un moyen de s'en sortir malgré tout ce que les autres m'avaient fait pendant les 3 dernières années, et elle était même parvenue à se faire passer pour une héroïne. Une fois l'assistante sociale partie, elle avait pris congé en nous assurant que tout allait rentrer dans l'ordre désormais. Maman m'a enlevé mes nouveaux vêtements et m'a immédiatement renvoyée à la cave. J'étais plutôt contente de partir avant de risquer de faire ce qu'il ne fallait pas et de la mettre en colère. Lorsque je me suis retrouvée enfermée dans l'obscurité, je me suis assise sur le matelas et j'y ai réfléchi à tout ce qui venait de se passer en essayant de trouver un sens aux derniers événements. Après avoir réalisé que cette femme était en fait là pour m'aider plutôt que pour me tuer, je me suis dit que les choses allaient vraiment s'améliorer pour moi. Désormais, le monde extérieur savait que j'existais, et maman allait finir par comprendre qu'elle ne pouvait pas me laisser dans la cave plus longtemps. Si j'allais à l'école, je pourrais me faire des amis et je ne serais plus obligée d'être seule tout le temps. Quelques jours plus tard, on est effectivement venu me chercher. C'est là que maman m'a informé que les choses allaient changer. Si tu promets de tenir comme il faut, m'a-t-elle dit, tu pourras retourner dans la chambre de Larry et de Marie. En repensant à ce que mes frères aînés m'avaient fait subir dans le passé, j'aurais largement préféré avec Thomas et Ellie. Mais je savais que je n'avais pas le choix, et je n'ai fait aucun signe ni émis aucun son pour protester. Je n'allais certainement pas risquer de la contrarier en me montrant ingrat alors que les choses semblaient évoluer dans mon sens. De toute façon, on voulait t'enlever de la cave, m'a dit maman. Amani a besoin de la pièce. Elle ne voulait pas que je pense qu'elle était contrainte de prendre cette décision à cause de la visite de l'assistante sociale. Elle faisait comme si c'était elle qui avait décidé de mettre un terme à mon enfermement dans le noir, comme si elle estimait que j'avais été suffisamment punie pour mes crimes passés et qu'on devait me donner une nouvelle chance de vivre dans la famille pour voir si j'avais bien compris la leçon et si j'étais prêt à me racheter. Pourtant, je me trompais vraiment en pensant que j'allais être désormais traitée comme les autres membres de la famille. J'étais certes autorisée à partager la chambre de mes frères, mais je n'avais toujours pas le droit de jouer avec leurs affaires, et je n'avais aucun jouet. Le premier soir de ma libération, maman m'a appelée pour que je descende à la cuisine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans l'escalier, car je sentais déjà la nourriture, mais je ne savais pas à quel accueil m'attendre. Pardon. Les autres membres de la famille étaient assis autour de la table quand je suis entrée d'un pas hésitant dans la pièce. J'ai vu qu'il y avait une chaise libre. Je ne m'étais jamais assis à table avec eux depuis la mort de papa, et je me suis sentie un peu empruntée, un peu excitée quand je me suis installée timidement sur la chaise.
J'étais mort de faim et je n'arrive pas à croire que j'allais avoir de la nourriture chaude dans mon assiette. Quand Mamani me regardait bizarrement, j'ai détourné les yeux et je me suis contentée de fixer la table devant moi, bien décidée à ne pas faire de bêtises et à ne contrarier personne pour ne pas compromettre mes chances de manger. J'étais consciente que tout le monde s'était tu. Mais qu'est-ce qui te prend a demandé maman. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal, mais Amani m'a frappé si violemment avec le dos de sa main que je me suis retrouvée par terre, sur le sol carrelé, là où, à leurs yeux, était ma place. Comment oses-tu t'asseoir avec nous, sale morveux? Ah, pardon. Comment oses-tu t'asseoir avec nous, sale morveux? A dit Amani d'un ton rageur. Je t'avais pourtant bien dit de conduire correctement. Tu me coupes l'appétit, s'est lamentée maman en m'assénant un coup de pied. Allez, va sous la table, a ordonné Amani, pendant que Larry et Barry pouffaient de rire. Tandis qu'ils me jetaient de la nourriture par terre, l'enfonçant dans les interstices entre les carreaux avec leurs pieds, et m'ordonnant de lécher les restes, j'ai réalisé que rien n'avait changé. À partir du moment où j'ai quitté la cave, ils ont fixé de nouvelles règles pour moi, et m'ont prévenu que j'avais intérêt à les respecter si je ne voulais pas être renvoyée dans ma cellule. Mes habits devaient toujours rester en haut dans l'armoire, et je n'étais autorisée à les porter que pour aller à l'école ou lorsqu'il y avait des visiteurs à la maison. Amani a dit que je devais toujours porter des vêtements en présence de personnes extérieures à la famille, à cause de tous les bleus et cicatrices. Mais t'es vraiment pas beau à voir, hein, pas présentable du tout, m'a-t-il dit. Si personne n'avait besoin de moi, je devais rester assis dans un coin de la chambre à distance de la fenêtre et attendre qu'ils aient une corvée à me faire faire. Si j'étais surpris en train de jouer avec quelque chose ou de leur désobéir, je recevais un coup de ceinture par Amani. Je n'étais naturellement pas autorisée à jouer dehors. C'était comme si j'avais été installée dans une nouvelle cellule, mais au moins celle-ci était chauffée, éclairée et en plus, elle sentait meilleure. Pourtant, il m'arrivait de regretter l'intimité de mon sous-sol. Dans la cave, je n'avais aucune notion du temps, mais je ne me rendais pas compte à quel point il passait lentement. Et dans la chambre, je voyais la pendule avec les aiguilles qui semblaient ne pas bouger du tout. Je l'ai fixée pendant des heures et j'aurais aimé qu'elles accélèrent pour qu'un autre jour passe et que je me rapproche un peu plus du moment où je pourrais enfin quitter cette maison comme Wally. Le tic-tac de la pendule devenait de plus en plus fort dans ma tête avec le temps. Je me bouchais alors les oreilles pour ne plus l'entendre, mais il me poursuivait. Tu ne peux plus dormir par terre, m'a dit maman. Ça fait désordre, et en plus tu risques de donner ton odeur à la moquette. Tu dormiras désormais dans le même lit que tes frères. Au départ, Larry et Barry n'étaient pas franchement contents de me faire une place dans leur lit. Ils n'arrêtaient pas de me donner des coups de pied et des coups de poing pour me faire comprendre à quel point ils me détestaient. Mais tu pues, me disait-il. Oh, t'es vraiment répugnant, espèce de bâtard. Amani leur avait dit de ne pas me frapper au visage, sinon les travailleurs sociaux risquaient de voir les marques au cours d'une de leurs visites, mais ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient sinon. Ils ont très vite réalisé que ma présence dans leur lit pouvait présenter quelques avantages. Ils avaient ainsi la possibilité de satisfaire leurs pulsions sexuelles aussi souvent qu'ils l'entendaient et me violer à tour de rôle, même s'ils se soulageaient mutuellement parfois. Ils semblaient aimer le faire l'un avec l'autre, mais ils devaient toujours me forcer, car ça me faisait mal et ça ne me plaisait pas du tout. Si j'essayais de leur résister, ils disaient à maman que j'avais fait une bêtise et elle me frappait immédiatement. Je cédais à pratiquement toutes leurs exigences, car je voulais à tout prix éviter qu'elles ne lèvent la main sur moi. Je préférais encore le contact répugnant de mes frères à la violence de ma mère. Je savais qu'elles prendraient toujours leur parti contre moi. La menace de retourner à la cave planait encore au-dessus de ma tête. Certains soirs, j'avais peur d'aller me coucher car je craignais de me réveiller au milieu de la nuit et de découvrir mes frères en train de me violer. Quand je finissais enfin par m'endormir, complètement épuisée, je faisais toujours le même cauchemar. Dans ce rêve, je descends discrètement au rez-de-chaussée et j'essaie de m'enfuir par la porte d'entrée. Je vois une lumière blanche sous la porte, comme une lueur d'espoir, un soupçon de liberté à l'horizon, mais
Plus je me débats pour atteindre la porte, plus j'ai l'impression d'être tirée en arrière au ralenti. Quand j'arrive malgré tout à me frayer un chemin jusqu'à la porte et à l'ouvrir, je me réveille immédiatement, terrorisée. Il m'arrive encore de faire ce cauchemar aujourd'hui. Pardon. Mon derrière était toujours irrité le matin à cause de ce que les garçons m'avaient fait pendant la nuit. Il saignait même la plupart du temps et j'étais terrifiée à l'idée de tacher les draps ou la moquette, car je savais que je serais immédiatement punie. Amani me faisait toujours venir dans son lit quand il avait envie de satisfaire ses pulsions, même si je n'étais plus dans la cave, et il agissait désormais au vu et au su de tout le monde dans la maison. Il n'est même pas la peine de se cacher, car il se fichait complètement de ce que les autres en pensaient. Toute la famille était au courant de ce qui se passait, de ce qu'il faisait avec moi. Peut-être le faisait-il avec les autres enfants? Je n'en sais rien, car nous ne parlions jamais de ces choses. C'était comme s'il n'y avait rien de plus normal au monde que de coucher avec un enfant de 8 ans dans la maison de sa mère. J'étais un peu à la disposition de tous les membres de la famille. Chacun pouvait passer ses nerfs et ses frustrations sur moi. J'ai fini par penser que la vie était ainsi, car je n'avais pratiquement rien connu d'autre depuis la mort de papa et mon retour chez maman. J'ai découvert qu'Amani n'était pas là tous les soirs, qu'il dormait parfois chez tante Mélissa et qu'il se partageait entre les deux maisons, profitant de tous les avantages de chaque demeure. Il avait dû dire à Mélissa qu'il avait trouvé un travail loin de la maison, et ma tante n'a pas réalisé tout de suite que maman s'était vengée d'elle. Je ne sais pas ce que pensait maman du fait d'avoir à partager son homme avec une autre femme. Pourtant, cette fois, c'était elle qui volait le mari d'une autre, et c'était sans doute beaucoup plus supportable que lorsqu'elle était dans le rôle de la femme trompée par son époux. Quand j'ai appris la vérité, j'ai espéré un moment qu'Amani parlerait à Mélissa de la façon dont j'étais traitée chez ma mère. Elle lui posait certainement des questions. Elle se demandait sans doute comment j'allais. Mais je suppose qu'il lui disait que tout allait bien, car elle ne s'était jamais manifestée, n'a jamais cherché à me voir. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, maman avait le même rituel. Elle réveillait Élie et Thomas pour qu'ils aillent faire pipi, car ils risquaient sinon de mouiller leur matelas. Elle n'a pas tardé à m'inclure dans son rituel. Elle nous réveillait vers minuit en nous criant après et nous faisant sortir du lit en nous tirant par les cheveux. Elle était toujours ivre à cette heure de la nuit. L'alcool devait attiser sa colère et son ressentiment envers nous, car elle ne résistait jamais à l'envie de nous battre, Thomas et moi. Allez-y criait-elle. Nous détalions jusqu'à la salle de bain pour éviter les gifles et les coups qu'elle essayait de nous asséner sur le chemin. L'effort qu'elle devait fournir, la frustration qu'elle ressentait en nous voyant semblait la stresser complètement, car ses veines ressortaient sur son front et ses yeux étaient injectés de sang. C'était comme si nous devions faire pipi sous la menace de l'incroyable Hulk. Quand Amani était à la maison, il l'attendait au lit, ce qui était tout simplement répugnant, et elle n'avait aucune patience avec nous, car elle avait hâte d'aller le retrouver. Son haleine puait l'alcool lorsqu'elle approchait son visage d'une autre et qu'elle déblatérait ses insultes. J'allais vider ma vessie le premier. Elle ne pouvait jamais résister à l'envie de me gifler quand j'avais fini, et je passais devant elle pour retourner me coucher. Thomas avait toujours du mal à faire pipi. La présence de ma mère, ses cris le bloquaient. Tu crois que je suis là pour mon bon plaisir hurlait-elle. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Pardon. Je me couvris la tête avec mes draps pour ne pas entendre les cris de mon petit frère. Pendant qu'elle le soulevait de terre et le faisait tourner dans la salle de bain, en le lâchant soudain dans son élan pour qu'il aille heurter les murs. À cette époque, j'avais appris justement l'art de me cogner dans les murs, car je savais ce qui lui plaisait. Thomas n'avait pas encore acquis la technique et est tombé la plupart du temps par terre. Elle le ramassait et recommençait jusqu'à ce qu'il aille s'encastrer dans un mur. Un soir, elle était tellement ivre quand elle est venue nous chercher qu'elle a perdu l'équilibre et est tombée tout en poursuivant Thomas. Cette fois, c'est elle qui s'est cognée la tête contre le mur. Et ça m'a plu. J'ai même entendu Larry glousser à l'autre bout du lit. Thomas a sauté sur l'occasion pour retourner à toute vitesse dans sa chambre pendant qu'elle gisait par terre. Nous sommes tous restés parfaitement immobiles et silencieux, car nous savions qu'elle allait être en furie.
Elle s'est levée tant bien que mal et a juré que cette fois-ci, elle allait le tuer. Pardon. Qu'elle ne met... Craignant qu'elle ne mette sa menace à exécution, je suis descendue du lit et je me suis mis devant Thomas pour le protéger, tout en secouant frénétiquement la tête tandis qu'elle se ruait sur nous. Comme si mon geste pouvait avoir la moindre chance de la faire changer d'avis. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Tu devrais être dans ton lit, sale merde! Elle m'a frappé à la tête, puis m'a saisi par les joues, m'a soulevé de terre et m'a envoyé vinguer dans la pièce, comme si j'étais aussi léger qu'une plume. Elle a ensuite pris Thomas par la gorge, l'a traîné jusqu'au palier, puis l'a jeté dans l'escalier. J'ai entendu son petit corps heurter chaque marche jusqu'au rez-de-chaussée. Je savais à quel point c'était douloureux, car j'avais souvent été renvoyée de cette façon à la cave. Puis, un silence sinistre s'est abattu sur la maison, pendant quelques secondes, avant qu'Amani ne se mette à crier, après maman avec colère. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Il y en a partout! Oh, c'est que du sang, mon déchet! A hurlé maman, avant qu'il ne disparaisse dans une autre pièce. Je ne pouvais plus entendre ce qu'il disait. 10 minutes plus tard, une ambulance est arrivée, toute sirène hurlante, et s'est arrêtée dans un crissement de pneus devant la maison. La porte d'entrée s'est ouverte, et j'ai tendu l'oreille pour entendre ce que disait au rez-de-chaussée. Il a perdu l'équilibre sur le palier, leur a dit maman de sa voix raisonnable. Ils ont semblé accepter son histoire sans broncher. La sœur de maman, Pat, qui dormait chez nous ce soir-là, est montée dans l'ambulance avec Thomas. Pat nous rendait visite de temps à autre et ne paraissait pas choquée par la façon dont maman nous traitait. Je suppose qu'elle avait été élevée dans la même violence par leurs parents. 1 heure après le départ de l'ambulance, le téléphone a sonné et j'ai entendu maman répondre. Après le ton de sa voix, j'ai compris qu'elle parlait avec Pat. Apparemment, la police n'avait pas gobé son histoire aussi facilement que les ambulanciers, car elle a demandé. Les policiers vont venir ici? Maintenant? Elle a ensuite dit à ma tante ce que Thomas devait raconter quand les policiers l'interrogeraient. Je n'ai pas pu comprendre toutes ces paroles, à cause de Barry qui ronflait à côté de moi. Quand Amani a compris que les policiers allaient venir, il a vite déguerpi. Il n'avait pas encore fini de s'habiller qu'il franchissait déjà la porte. Une fois qu'il est parti, j'ai entendu les pas de maman s'approcher de notre chambre. J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Mais elle m'a pris par les cheveux et m'a tiré hors du lit. Descends à la cuisine, m'a-t-elle ordonné. J'ai obéi aussi vite que j'ai pu, car je n'avais aucune envie d'être jetée dans l'escalier comme Thomas. J'ai vu des éclaboussures de sang sur les marches, sur les murs et le sol dans l'entrée. Maman m'a suivi dans la cuisine, a ouvert un tiroir et en a sorti le couteau le plus grand et le plus tranchant qu'elle ait pu trouver. En voyant l'expression de son visage, j'ai été convaincue que cette fois elle allait me tuer, comme elle avait toujours promis de le faire. Elle s'est approchée de moi, le visage déformé par la colère. Elle m'a empoignée et appuyé la lame du couteau contre ma gorge. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler, même si j'étais terrifiée à l'idée de me couper sur la lame tranchante si je bougeais d'1 centimètre. Je ne te le dirai pas 2 fois, a-t-elle sifflé. Tu comprends? J'ai hoché légèrement la tête. Les policiers vont venir à la maison pour poser des questions sur la chute de Thomas. Je vais leur dire que Thomas et toi étiez en train de vous battre sur le palier et que tu l'as poussé dans les marches. Tu comprends? J'ai hoché la tête. C'est bien, mon garçon. Elle a enlevé la lame de ma gorge et a rangé le couteau dans le tiroir. Ensuite, elle nous a préparé une tasse de cacao comme si de rien n'était, comme si c'était le genre de choses que nous faisions tous les soirs. Elle m'a adressé un grand sourire, complètement faux, en me tendant ma tasse fumante, sans doute dans l'espoir de me calmer, avant qu'il n'arrive et de m'empêcher de trembler. Les policiers ont frappé à la porte. Maman est allée ouvrir, non sans m'avoir mise en garde une dernière fois. N'oublie pas ce que je t'ai dit. J'ai hoché la tête et j'ai bu quelques gorgées de mon chocolat chaud avec précaution. J'ai entendu un policier éteindre sa radio dans l'entrée tandis qu'elle les conduisait à la cuisine. J'ai écouté maman raconter son histoire.
Elle était si convaincante que j'étais certain qu'ils allaient la croire comme d'habitude. Venez dans la cuisine, je vais vous le présenter, a-t-elle dit. Salut, jeune homme, a dit le policier en entrant. Il était grand et avait une voix forte et profonde. J'ai levé les yeux vers lui, puis j'ai baissé la tête, honteux, à l'idée d'avoir à couvrir les mensonges de ma mère. Il m'a répété tout ce que maman venait de lui dire. Qu'est-ce qui s'est passé a-t-il demandé. Il est muet, A expliqué maman. et vous pouvez lui poser des questions. Ainsi, il pourra hocher ou secouer la tête pour vous répondre. Tu t'es battu avec ton petit frère Thomas a-t-il demandé après quelques secondes de réflexion. J'ai hoché la tête. Tu l'as poussé dans les escaliers. J'ai hoché la tête. Eh bien, ce n'était vraiment pas malin, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. J'ai de la peine pour ta mère et pour le pauvre Thomas. Est-ce que tu comprends que c'est très grave ce que tu as fait? J'ai hoché la tête. Tu vas être un gentil avec ta maman. Maintenant, j'espère, a-t-il dit en me lançant un regard sévère. J'ai hoché la tête une dernière fois. Il m'a serré la main, m'a dit au revoir, et j'étais tellement en colère au fond de moi que j'ai cru que j'allais exploser. Si seulement je pouvais parler. Si seulement j'avais la capacité, le courage de lui dire que maman mentait. Elle l'a raccompagnée jusqu'à la porte, tout en jacassant comme si elle n'avait jamais rien fait de mal dans sa vie, et j'ai continué à boire mon cacao en attendant qu'elle revienne à la cuisine. Je voulais en ingurgiter le plus possible avant qu'elle ne m'en enlève ou qu'elle ne le renverse sur moi. Maintenant, retourne-les, sale morveux, a-t-elle crié en entrant dans la pièce. J'ai monté les marches 4 à 4 sans prêter attention aux éclaboussures de sang. Thomas s'en est sorti avec 20 points de suture sur la tête ce soir-là. Une fois de plus, j'ai été présentée aux autorités comme un enfant violent et perturbateur, pendant que maman passait pour une sainte d'une patience à toute épreuve. Personne, ou presque en dehors de la famille, ne connaissait la face cachée de maman, sa violence extrême. C'était un personnage à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, toute gentille et douce devant les autorités, et un véritable ogre dans sa maison. Il y avait cependant une exception, notre voisin. Paddy était irlandais et buvait autant que maman. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il racontait, mais je savais qu'il détestait maman parce qu'il lui criait après depuis son jardin quand l'alcool lui donnait du courage. Il la traitait souvent de grosse sorcière. Maman l'avait tabassée plusieurs fois, mais il ne semblait jamais apprendre de ses erreurs et recommencer chaque fois que la Guinness et le whisky alimentaient son courage. Un soir, peu de temps après que j'avais été libérée de la cave, nous avons tous été réveillés par les cris sous les fenêtres de notre chambre. J'ai distingué le nom de maman au milieu de son charabia d'ivrogne. Je l'ai entendu se lever, descendre au rez-de-chaussée et ouvrir la porte d'entrée. Larry a sauté du lit et s'est précipité à la fenêtre de la chambre pour voir ce qui se passait. « Ouais, vas-y, maman !» a-t-il crié pour l'encourager. « Mais nom de Dieu, elle est en train de lui mettre une sacrée raclée !» J'entendais la voix de maman. Elle couvrait les cris de Paddy. « Salaud d'Irlandais, je vais t'apprendre à frapper à la porte au milieu de la nuit !» « Ouais, viens voir ça !» a dit Larry à Barry. « Allez, mais mène-toi !» Barry s'est levé d'un bond pour être aux premières loges. Mais je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas regarder, car je savais ce qu'elle allait faire, et je plaignais sincèrement le pauvre Paddy. Je savais ainsi que, de toute façon, Larry et Barry m'auraient frappé si j'avais tenté de me joindre à eux. Je suivais ce qui se passait en écoutant leurs commentaires et les bruits qui venaient de l'extérieur. Maman a saisi Paddy à la gorge et l'a poussé violemment en arrière contre la vitre de l'entrée de sa maison. La vitre a volé en éclats et son crâne s'est mis à saigner à cause des bris de verre. « Fermez la fenêtre et retournez vous coucher !» a-t-elle crié au garçon
avant de rentrer en claquant la porte derrière elle et de se remettre au lit comme si de rien n'était. Je ne pense pas que Paddy se soit manifesté de nouveau après ce soir-là. Il ne risquait pas d'aller porter plainte à la police, de leur raconter une histoire cohérente et d'insister pour engager des poursuites contre elle. Sinon, elle ne l'aurait jamais battu. Maman était bien trop rusée pour se faire prendre en faute. Elle avait beau boire comme un trou, elle avait un instinct de survie qui lui permettait toujours de s'en sortir et d'éviter les problèmes. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.